nous nous honorons de pouvoir entendre tour à tour le professeur Abdou Salam Fall, qui est le directeur du laboratoire de l'ARTES sur lequel peut-être il pourra nous dire un mot, et il doit intervenir sur le tissu humanitaire sénégalais en mouvement. Je dois dire que l'objet de cette table ronde, c'est de faire un tout petit peu le point sur ce tissu humanitaire sénégalais, car il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui se font au Sénégal, mais il n'y a pas d'études articulées permettant de retracer tout cela et de faire un tout petit peu le point sur le terrain et arriver à nous dire où est-ce qu'on en est et à partir de cela, comment rebondir s'il y a lieu. Et c'est l'occasion pour nous, avec cette table ronde, de pouvoir à la fois faire le point et envisager aussi l'avenir. Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre le président Abdelaziz Diallo de la Croix-Rouge sénégalaise qui parlera des actions et des orientations de la Croix-Rouge. Et après quoi, nous terminerons cette table ronde avec Dada Diouf d'Enda Santé, qui lui parlera des acteurs en santé humanitaire au Sénégal, de l'évolution des profils au repositionnement stratégique et programmatique. Je crois que c'est là déjà un programme. C'est tout un programme qui vraiment va sûrement appeler beaucoup de discussions et beaucoup d'échanges. Alors, je me permets de dire à M. John Moubalama, puisqu'on n'a pas l'occasion d'échanger sur le... puisque je serai amené, moi, après à partir, parce que le devoir m'appelle et urgemment, je vais rester jusqu'à la fin de l'introduction des différents thèmes par les intervenants, et puis pour la suite, par rapport aux échanges, vous allez devoir prendre la suite, si vous êtes d'accord avec la proposition. Mais on n'a pas le choix. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole à mon ami le professeur Abdou Salam Fall, qui, comme je l'ai dit, va traiter du tissu humanitaire sénégalais en mouvement. Je voudrais dire que c'est vraiment un plaisir d'être ici et de pouvoir procéder à cette présentation, aux échanges qui s'en suivront. Le laboratoire que je coordonne à l'université, c'est le laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales qui résulte d'un long partenariat entre l'université Cheikh Anta Diop, l'IFAN en particulier, et d'autre part l'IRD qui nous réunit ici. Et c'est heureux qu'au moment où on fait cette présentation, paraît dans les bulletins de l'IRD 25 ans de partenariat que nous avons noué avec des équipes de l'IRD, notamment Philippe Antoine, André Lericollet, plusieurs autres collègues qui ont participé, et que lorsque nous avons fait le comptage, nous étions à 25 thèses qui ont été soutenues dans le cadre de ce laboratoire et de ce partenariat. Mais la particularité, c'est aussi l'engagement pris par les autorités universitaires sénégalais et ministériels de resserrer les liens entre les universités et la société, entre l'université et les mouvements sociaux, entre l'université et la diversité des acteurs. C'est cela qui est la nouvelle orientation, et désormais nous sommes évalués sur la base de nos enseignements, de nos publications, mais aussi de notre participation à la vie des communautés. Et donc c'est pour nous aussi un devoir que de participer à ces réflexions. Et lorsque la proposition m'a été faite, ça me rappelle l'anecdote que je voulais partager avec vous la semaine dernière, lorsque une institution s'est présentée
pour me proposer de parler des transformations économiques et sociales qui se sont passées durant les 60 dernières années. J'avais demandé qu'on me laisse un peu plus de temps pour réfléchir et de structurer la pensée ou systématiser les travaux. Lorsque je parlais au téléphone et qu'une de mes collègues m'a dit « Mais prof, vous n'êtes pas très cohérent, vous travaillez sur les transformations économiques et sociales, vous devrez pouvoir en parler. » Oui, mais je voudrais prendre un peu plus de temps, mais c'est ça qu'on fait depuis. Parlez-en. Alors, je me suis exécuté, sacrifié mon week-end. Mais la demande qui est la suivante, de parler du tissu humanitaire sénégalais, cette demande date d'un peu plus longtemps. Mais je me suis toujours dit que c'était quelque chose que j'avais vécu parce que j'ai à la fois la position d'un universitaire, mais quelqu'un qui a fait aussi comme acteur de développement. Hein. J'ai été très impliqué au début des années 80 dans une ONG qui s'appelle l'OFADEC, Office africain pour le développement et la coopération, où je me suis occupé de monter des coopératives de production et à gérer de l'aide humanitaire. Par la suite, j'ai maintenu un lien avec le milieu des ONG comme bénévole jusqu'au moment où j'ai été amené à présider le CONGAD, le consortium des ONG nationales et internationales basées au Sénégal. Et par la suite, après le mandat, j'ai dû glisser vers l'économie sociale et solidaire dans le monde surtout, où je préside actuellement le comité scientifique international du Forum international des dirigeants de l'économie sociale et solidaire, qui vient d'installer récemment le groupe pilote international aux Nations Unies, et j'en suis assez fier. Voilà, donc c'est cette double appartenance qui va se refléter dans ce que je vais présenter, mais je voulais m'excuser d'avance. Il y a des trous, j'en suis convaincu. Je n'ai pas eu le temps simplement de placer un certain nombre d'interventions. J'ai en tête certaines interventions, mais je me suis dit, alors comme mes collègues m'ont suggéré, allez-y, jetez-vous à l'eau, et puis ça se construira dans la durée. Alors, donc, je voulais par contre partager peut-être pas le plan d'abord, mais surtout la méthode que j'ai essayé de dérouler. Je me suis dit, c'est dommage que le professeur Thioub ne soit pas là, mais vous êtes aussi historien du droit. Je me suis dit, la première démarche, c'est de faire une périodisation. Mais la première observation pour la périodisation, c'est que les périodes pour l'humanitaire sont des périodes plus courtes que les périodes auxquelles j'étais déjà habitué en analysant les transformations économiques et sociales au Sénégal. Bon, première observation, mais bon, c'est d'abord des périodes. Ensuite, quels sont les types de chocs qui interviennent et quelles sont les formes d'intervention qui sont liées à ces chocs? Quels sont les types d'acteurs qu'on rencontre dans ce domaine? Et souvent, quel est le mobile, les ressorts en quelque sorte des interventions? Et j'ai essayé pour chaque période de me rappeler de cette démarche avant de conclure sur ce qui devrait permettre de repenser l'humanitaire à la lumière de la pensée africaine. D'abord, le tissu humanitaire en mouvement, je m'excuse, hein, j'ai beaucoup de générosité dans l'effort. Vous avez vu le tissu, il est mis au pluriel, non. C'est le tissu humanitaire sénégalais en mouvement. Et donc, j'ai expliqué qu'il faut retracer cette évolution en identifiant des faits marquants, des moments marquants, et en essayant de mettre l'accent sur le fait que, globalement, c'est la tentative de soulager les victimes et de réhabiliter partiellement ou totalement la dignité humaine. Cette notion de dignité va traverser cette présentation. Mais la première remarque lorsqu'on parle de l'action humanitaire, c'est qu'elle est souvent assimilée, à tort ou à raison, à l'intervention d'urgence. À l'intervention d'urgence, mais reconnaissons que c'est une intervention d'urgence interne comme externe. Or, c'est seulement l'externe que les gens retiennent lorsqu'on parle de l'intervention d'urgence. Donc, face à des situations exceptionnelles que sont les catastrophes, les chocs ou les désastres, mais il arrive que ces chocs ou catastrophes
reste pas seulement exceptionnel, mais reste durable dans la vie des communautés. Et donc, la première période, c'est avant les indépendances, durant donc la période coloniale, on peut retrouver effectivement un certain nombre de sociétés de travail qui agissent comme intervenants humanitaires. Et ensuite, on peut trouver au sein de la communauté des médiateurs qui agissent également à ce titre-là. Donc, c'est les communautés qui s'organisent elles-mêmes pour apporter des soutiens ou assister ses membres face à des catastrophes. Les plus courantes, c'est les incendies, les inondations. J'ai encore un souvenir dans ma communauté d'origine, l'année 1950, mais je n'étais pas encore né, 1950, qui est un moment marquant d'une forte inondation dans la vallée du fleuve Sénégal, les périls acridiens. Et donc, il y a un certain nombre de sociétés de travail, de dynamiques de groupe, appelées Mbotay Ñi Xeetali Doom Adama en Wolof, ou des médiateurs sociaux, Baye Defal Yalla on les appelle, ce que sont des marabouts, des chefs coutumiers, des commerçants, qui sont reconnus dans ce rôle-là de ceux qui apportent les soutiens face à ces situations. Souvent, les Baye Defal Yalla, les médiateurs, je les appelle médiateurs par défaut, hein, à défaut de trouver le vrai nom en français. Baye Defal Yalla, c'est le bénévole, c'est le volontaire, l'acteur désintéressé, souvent des acteurs plus fortunés que les autres qui apportent leur secours, assistent parce qu'ils ont des moyens de transport à mettre à disposition, des habillements, des nourritures ou d'autres formes qui leur permettent d'apporter ces soutiens. Une des héroïnes au Sénégal qui s'appelle Aline Sitoé Diatta de la Casamance est aussi une personne qu'on cite souvent lorsqu'on parle de ces médiateurs, de ces Baye Defal Yalla, ou dans son cas on dirait Yaye Defal Yalla parce que c'est une dame qui est une prêtresse qui, à la demande des populations, avait développé un certain nombre d'incantations pour faire en sorte que la pluie puisse s'abattre sur les communautés parce que c'était des périodes de disette relativement importantes. Ce qui simplement, en termes de traçage, montre qu'il y a un certain nombre de figures assez marquantes qui ont joué ces rôles dans cette situation. Alors, les moments les plus marquants, c'est aussi que l'humanitaire se présente sous l'identité de secourisme ou d'intervention d'urgence. Là, je parle des interventions externes. Et une des dates marquantes, et les historiens pourront le confirmer, c'est de 40 à 44, en particulier à 40, les bombardements de Dakar et la pénurie qui s'en est suivie, et des interventions marquées par celle de la Croix-Rouge internationale. J'ai l'impression que mes professeurs, le président Diallo pourrait préciser cela. C'est un des moments marquants de l'intervention de la Croix-Rouge internationale au Sénégal, notamment dans le ravitaillement de la ville. Et certains de mes collègues historiens expliquent que durant les deux guerres, ce ravitaillement de la ville a été souvent assuré dans des périodes de cette nature, des périodes chaudes, disons, de chocs importantes et de pertes, de grandes pénuries. Et donc, ce ravitaillement de la ville de Dakar en particulier a été assuré par la Croix-Rouge internationale, mais aussi avec le soutien d'un certain nombre d'autres acteurs, le mouvement des éclaireurs, le scoutisme en général, y a joué un certain rôle. Les interventions externes sont donc souvent globalement l'œuvre de l'administration publique. Vous vous rappelez, il y a un certain nombre de dispositifs internes à l'administration publique, le commissariat à la sécurité alimentaire par exemple, ou des organisations caritatives, ou ce qu'on appelle tout à l'heure les médiateurs Baye Defal Yalla. Donc intervention publique dans l'humanitaire plus forte entre les deux guerres mondiales. Cette période va laisser la place à une seconde période, la période 60-70, avec un élément majeur. Et pour moi, d'un point de vue de la méthodologie, chaque fois que
on a assisté à l'expression de politiques sociales fortes, ça restreint l'espace d'évolution de l'humanitaire et inversement. Chaque fois que les politiques sociales se sont affaissées, cela redonnait de l'envergure à l'action humanitaire. Et donc la lecture de l'action humanitaire pourrait être faite sous le prisme de l'évolution des politiques sociales. Au début des indépendances, au Sénégal, mais dans plusieurs autres pays d'Afrique de l'Ouest, notamment le Mali, le Niger, le Cameroun, on assiste à une tentative de mise en place d'un État social avec des politiques sociales plus fortes. Et cette élite des indépendances essaie de fabriquer cet État-nation avec des investissements relativement importants sur les politiques sociales, à la fois l'école, la santé, l'habitat. Hein, ceux qui habitent Dakar connaissent les SICAP, les SNHLM, qui sont des logements en série, des logements planifiés, et qui est une volonté de l'État de participer à développer ces politiques sociales. Il faut évidemment retenir que ces politiques sociales ont été le plus souvent captées par les classes moyennes, ce qui en est une des limites, et une limite qui a été identifiée assez tôt. Par exemple, dans le domaine de l'habitat, c'est ainsi qu'à côté des SICAP a été mise en place ce qu'on appelle les parcelles assainies. Mais aujourd'hui, lorsqu'on passe aux parcelles assainies, on peut se rendre compte que là aussi, ce sont les classes moyennes qui ont pu récupérer évidemment les ressources qui étaient destinées aux couches populaires. Mais un effet très favorable sur la mobilité sociale. La plupart des élites intellectuelles ont réussi par l'école et par les soins qu'ils ont reçus à changer de catégorie socio-économique, à passer d'une classe à l'autre et à jouer des rôles très importants dans l'organisation de nos sociétés. Et donc, pour nous, ce que j'avais rappelé tout à l'heure, lorsque la solidarité verticale prise en main par les politiques sociales est forte, les interventions humanitaires sont confinées à des interventions d'urgence. La période 70-80 va être une période très différente de la première, parce que les années 70 marquent l'apparition des sécheresses des années 72-73, avec des sécheresses très importantes qui sont un moment très important de l'évolution de notre société. Et ensuite, 80 marque également pour le Sénégal le démarrage des plans d'ajustement structurel qui vont laminer les politiques sociales, les réduire à leur plus simple expression, et l'intervention d'urgence devient plus accrue pour soulager les populations, en particulier du monde rural, face à la crise arachidière qui révèle les limites des choix économiques qui ont été opérés, notamment durant la période antérieure au début des indépendances. Intervention marquée aussi par les Nations Unies avec la conférence de 77 à Nairobi qui propose des soutiens d'urgence aux populations démunies, les mesures de prévention des sécheresses avec une série de mises en place d'institutions nouvelles. C'est aussi la marque des sécheresses des années 72-73 qui sont prolongées jusqu'aux années 80 avec la mise en place de beaucoup d'institutions des Nations Unies, des institutions régionales également au sein du SILS, du SILS, Agrimed, le SILS et tout un ensemble d'institutions qui vont naître durant cette période-là. Les années 80 marquent aussi l'apparition de l'ONG dont j'ai parlé tout à l'heure, mais je donne juste cet exemple de cette ONG, mais il y en a plusieurs autres, l'OFADEC, l'Office africain pour le développement et la coopération, qui s'installe dans la région de Tambacounda, qui mobilise les ressources du PAM, du Programme alimentaire mondial, qui est accompagné par le Catholic Relief Service et qui est surtout accompagné par un certain nombre de philanthropes, dont un des marabouts sénégalais, Serigne Cheikh Gaïndé Fatma, qui est un des philanthropes très peu connus dans ce rôle-là et qui a financé partiellement avec l'église protestante,
qui ont financé le développement justement de cette organisation, qui par la suite non seulement gère la mise en place de grandes coopératives agricoles dans la région de Tambacounda, mais en plus progressivement se déplace son centre de gravité avec la crise qu'on a connue entre le Sénégal et la Mauritanie. À ce moment-là, l'OFADEC disparaît, décide définitivement de se retirer pour laisser la place à l'expression des coopératives agricoles qui sont naissantes et qui ont créé une entité qui s'appelle APROVAC dans la région, toute la région de Tambacounda. Donc, l'OFADEC se retire pour se redéployer dans la vallée du fleuve Sénégal, cette fois-ci comme intervenant, comme opérateur de l'action humanitaire pour gérer la crise et l'installation des réfugiés sénégalais ou mauritaniens au Sénégal. Je vais passer assez vite sur ces questions d'institutions nouvelles qui émergent au sein du SILS, j'en ai parlé tout à l'heure. Et l'hypothèse, j'avais partagé avec vous tout à l'heure, c'est chaque fois que les catastrophes et désastres ou crises prennent une dimension géographique large, l'acuité de la crise revêt des formes graves et l'appel aux intervenants extérieurs devient plus aisé. Donc, pour moi, c'est une des observations à la suite de celles que je venais de faire tout à l'heure, notamment les politiques sociales. Cette fois, c'est l'acuité des crises qui crée l'appel. Et c'est très important de comparer avec la place du dispositif de communication qui accompagne les crises. Les crises ont certes besoin d'être accompagnées par un dispositif de communication. Certaines institutions humanitaires jouent beaucoup sur l'utilisation des dispositifs exceptionnels de communication, mais il me semble que c'est la gravité des crises, que revêtent les crises, l'acuité de ces crises qui crée davantage de facilité pour les intervenants extérieurs de se mobiliser. L'autre hypothèse, c'est que les catastrophes révèlent plus fortement les espaces libres pour des intervenants extérieurs qui peuvent forger leur identité ou leur valeur ajoutée à partir de l'apparition de ces espaces libres. Lorsqu'il y a de nouveaux chocs, de nouvelles catastrophes, de nouvelles crises qui atteignent ce niveau d'explosion, c'est justement cela qui libère l'espace libre et de nouveaux intervenants forgent leur identité, se construisent à partir de ces espaces libres et s'ajoutent aux dispositifs existants et proposent leur identité et leur valeur ajoutée. Et ces crises sont donc révélatrices d'acteurs anonymes ou publics qui dès lors prennent leur marque et acquièrent leur légitimité sociale. La période 80-90, j'en avais parlé tout à l'heure avec les plans d'ajustement structurel, n'est-ce pas, qui marquent donc de faibles progrès sociaux, l'essoufflement de l'État et la déstructuration des structures économiques, familiales en particulier. La crise casamançaise à partir des années 82, qui marque un moment très important de l'évolution de notre société, parce que les personnes déplacées, les zones qui sont sous mine antipersonnelle, devient un élément nouveau dans le dispositif. La crise sénégalo-mauritanienne est un autre choc qui amène à la mise en place d'un pont aérien entre l'Algérie, l'Espagne, la France, le Maroc, pour procéder au rapatriement par avion de dizaines de milliers de réfugiés de chaque pays. Et donc c'est aussi des chocs qui atteignent une acuité très forte dans l'évolution de notre société. On peut y ajouter le rôle primordial du dispositif associatif qui contribue à humaniser les pandémies, les épidémies qu'on a connues, notamment la période avec le VIH-Sida et peut-être ce qu'on est en train de vivre avec Ebola, montre aussi comment le secteur associatif peut jouer des rôles très importants dans la régulation
et pour une nouvelle forme, exiger une nouvelle forme de citoyenneté et surtout jusqu'à arriver à influencer la formulation des politiques comme on l'a vu dans le cadre du VIH-Sida, où le mouvement associatif a contribué fortement à limiter la stigmatisation et rendre disponibles les antirétroviraux et l'instauration du dialogue entre soignants et soignés. Et ce n'est pas le professeur Mattei qui va me démentir qu'une des contraintes dans la relation entre soignants, professionnels de santé et patients, c'est surtout le déficit de dialogue qui est réinstauré par justement des pandémies comme le VIH. Ce qu'on peut aussi en dire, c'est peut-être qu'on peut l'appeler une des limites de l'intervention d'urgence. Lorsque plusieurs acteurs se sont mobilisés durant les années 80 pour intervenir dans l'urgence, beaucoup se rendent compte des limites de l'intervention où on agit davantage sur les effets des problèmes que face aux facteurs structurels, souvent ou conjoncturels, qui sont à l'origine de ces crises-là. Et cette prise en main de ces limites amène un certain nombre d'acteurs à tenter la réorientation de leur intervention vers plusieurs secteurs, dont ce qu'on peut appeler l'action pour le développement communautaire. Plusieurs intervenants considèrent qu'il faut agir lorsqu'il y a des chocs, mais l'action la plus importante doit aller vers justement l'action de développement communautaire. Et dans plusieurs régions du Sénégal, il y a les associations, notamment l'entente Bamba-Tchalen. Et ce n'est pas, oui, je vais aller plus vite. Ce n'est pas par hasard si Mamadou Sissoko, qui dirige le mouvement paysan africain, j'allais dire les organisations paysannes, a été un des premiers acteurs de l'entente Bamba-Tchalen dans la région de Tambacounda, qui était d'ailleurs incontournable. Moi, quand je suis allé en 80 dans la région de Tamba, il fallait passer par Bamba-Tchalen pour faire son stage là-bas avant d'être un acteur du développement. Les foyers de Ronk dans la vallée du fleuve Sénégal, les foyers paysans en Casamance, la Fédération des associations du Fouta pour le développement dans la vallée du fleuve, notamment dans la région de Matam, sont tous des acteurs qui ont contribué à jouer ce rôle dans la réorientation vers le développement communautaire en gardant une partie de l'intervention d'urgence à leur disposition. Le Catholic Relief Service, Caritas, l'Église luthérienne sont tous des intervenants qui ont pris en main la réorientation d'une partie de leur intervention. D'autres ONG, comme plus tard Oxfam, l'ONG Oxfam International, qui durant les dernières années est apparu comme un des plus grands opérateurs en matière d'aide d'urgence. Donc, l'élargissement du secteur de l'humanitaire est allé en fonction des chocs et de la multiplicité des chocs, la mise à disposition de vaccins, la distribution ou la promotion de produits contraceptifs, la gratuité des soins ou des médicaments, l'évacuation sanitaire. Il y a eu des ONG spécialisées dans l'évacuation sanitaire, la distribution de squelettes de moutons par des associations qui gèrent la zakat. Il y a eu plusieurs acteurs dans ce domaine-là, jusque récemment encore. La mise à disposition de matériel roulant pour des handicapés avec handicap international, l'accueil de réfugiés ou de populations avec le HCR, les solidarités avec les peuples en crise, la prise en charge d'orphelins ou de femmes victimes de violences. On peut multiplier les exemples, mais il y a plusieurs acteurs et ce que j'en tire comme hypothèse, c'est que la reconfiguration de l'humanitaire est concomitante de l'émergence de nouveaux besoins non couverts et des acteurs qui se développent en parallèle des organisations classiques de l'humanitaire. C'est comme il y a un secteur des organisations classiques qui se sont institutionnalisées dans ce contexte-là. Je parle de la Croix-Rouge internationale,
ou d'un certain nombre de grands intervenants connus dans le domaine qui ont marqué définitivement leur territoire, même si elles sont appelées à renouveler leur offre, mais un territoire qui est marqué. Et il y a un autre espace qui est réservé à des nouveaux besoins non couverts et des acteurs qui se développent en parallèle, sans nécessairement concurrencer les organisations classiques d'humanitaires, mais qui ont effectivement développé une offre de services adaptée à ces nouveaux besoins. 90-2000 marque à nouveau l'affaiblissement des interventions d'urgence et la recherche d'alternatives à la pauvreté. Malgré les chocs qu'on a connus, la dévaluation du franc CFA, le basculement dans la pauvreté chronique d'une partie de la population sénégalaise. Si on prend les pauvres chroniques au Sénégal, les recherches qui ont été menées montrent, selon une approche intergénérationnelle, que les pauvres chroniques, on les retrouve davantage en milieu rural et chez les non-instruits. Ce qui montre là qu'on est en présence d'une pauvreté assez structurelle, donc une précarisation aussi des couches moyennes, et différentes formes de solidarité, de mutualité se mettent en place. Une des solidarités, c'est l'innovation sociale qui mobilise, mais je vais passer plus vite. Donc la fibre solidaire qui est revitalisée, et ensuite la période 2000 à 2010 avec un retour vers l'humanitaire, avec les chocs qui réapparaissent plus fortement qu'auparavant. À ce sujet, nous avons mené des recherches sur plusieurs comparaisons de plusieurs générations au Sénégal en 2009 pour nous rendre compte que si on compare l'apparition des chocs, nous avons isolé les chocs précisément qui sont liés au changement climatique, toutes sortes de chocs liés au changement climatique, pour nous rendre compte que si on compare les générations, ceux qui ont maintenant 80 jusqu'à ceux qui ont entre, disons, la génération la plus jeune, jusqu'à, je crois qu'on était à 25 ans, jusqu'à 25 ans, on observe, si on fait ces comparaisons intergénérationnelles, que les jeunes générations sont confrontées à davantage de chocs que les générations les plus âgées. Paradoxal. On évolue, il y a des changements très importants, il y a des progrès d'un point de la santé, de l'hygiène, des conditions de vie, de l'habitat, mais les chocs qu'on compare maintenant à ce qu'on a connu dans le passé, les chocs sont plus, disons, se multiplient davantage, s'amplifient, et les générations les plus jeunes sont davantage confrontées à des chocs que les générations antérieures. Paradoxal. Mais les générations les plus jeunes développent plus de résilience, de capacité d'adaptation face à ces chocs. Un de nos collègues a fait sa thèse il y a 3 ans maintenant sur cette problématique et elle a toute une analyse autour de ce constat. Qu'est-ce qui explique que les jeunes développent davantage de résilience lorsque, effectivement, elles sont confrontées à cela. Elle a publié d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle « L'héritage de la pauvreté au Sénégal ». Mais je ne vais pas développer les arguments à la place de nos jeunes collègues. Je vais laisser la tribune. Elle va présenter prochainement son livre, il s'appelle Rokhaya Cissé. Alors, donc, je voulais terminer par donc l'intérêt pour les pouvoirs publics de faire face à ces questions qu'on appelle ici la demande sociale dans la dernière période. Tout le monde a dit, si vous voulez garder le pouvoir politique, il faut adresser la demande sociale et c'est devenu très en public. Le nouveau gouvernement a bien compris ces démarches en mettant en place la couverture maladie universelle, les bourses familiales, la gratuité des soins pour les moins de 5 ans, le plan Sésame qui existait dans la période antérieure qui va être revitalisé, la baisse des loyers,
Donc on retourne vers davantage de politique sociale, mais réhabilitation des interventions d'urgence, n'est-ce pas? Je vais passer donc sur cette dernière période, la période 2000 à nos jours. Je vais aller plus vite. Et donc terminer par donc, le rappel des différents acteurs de l'humanitaire, donc les organisations caritatives, les organisations non gouvernementales, les Nations Unies, les agences humanitaires, l'État, il ne faut pas oublier l'État, avec le commissariat à la sécurité alimentaire, le secrétariat exécutif à la sécurité alimentaire, la cellule de lutte contre la malnutrition, et au sein du ministère de l'Intérieur, la direction de la protection civile, qui a mis en place la stratégie nationale de lutte contre les chocs et catastrophes naturelles. Et donc, les acteurs gagnent en légitimité. Il y a une professionnalisation des acteurs de l'humanitaire, y compris les acteurs étatiques. Il y a un meilleur ciblage des interventions, une communication fortement améliorée, une image positive de ces intervenants qu'on redécouvre en fonction de la multiplicité des chocs qui interviennent au sein de notre société. On les redécouvre. Il y a, avec les inondations, un appel pressant vers la prise en main de ces questions. Mais il y a des risques, les risques d'instrumentalisation. Un des risques, c'est d'apporter des réponses techniques face à des problèmes qui sont des problèmes structurels. On n'apporte que des réponses techniques. Le confinement des interventions face des intervenants pour les effets des crises et quelquefois un meilleur engagement du personnel pour l'éthique. L'éthique. On est sur un marché aux retombées financières très importantes. Et c'est important à considérer. Donc, à notre avis, il faut aussi réfléchir à repenser l'humanitaire. Président, je vais terminer par ça. Repenser l'humanitaire. L'humanitaire, pour nous, c'est une vision large, l'humanitaire. Ce n'est pas seulement l'intervention d'urgence, c'est l'humain. Quelle est la place de l'humain dans le processus de développement? Et pour cela, Emmanuel Kant est une figure philosophique qu'on ne peut pas oublier. Agir de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. L'être humain pas comme un moyen, mais comme une finalité. L'être humain comme étant au centre du processus de développement. Et donc, repenser l'humanitaire, c'est repenser que les médiations opérées dans le cadre des interventions visent à remettre l'humain au centre du processus de développement et de l'organisation sociale. C'est une vision du monde qui replace l'être humain au centre du processus de développement, qu'on ne peut pas donc confiner l'humanitaire à l'intervention d'urgence. Elle n'est pas non plus réductible aux interventions de développement communautaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle n'est pas réductible aux questions de droits de l'homme seulement. Elle va au-delà, elle est plurielle, elle explore des domaines où les intervenants n'y sont pas. Et elle agit pour sauver des vies, elle agit pour proposer une justice sociale et économique. C'est un équilibre du devenir humain. C'est une volonté de recouvrer la dignité des groupes vulnérables face à des épidémies comme Ebola. Et notre hypothèse, c'est l'humanitaire agit chaque fois que des groupes humains sont placés face à des vulnérabilités auxquelles ils ne peuvent se défendre, donc des maladies, catastrophes naturelles, etc. Et l'humanité est donc un acte de solidarité qui s'appuie sur des résiliences développées par les communautés, par les individus. Donc, elle invite à une réhabilitation des solidarités verticales, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler dans les débats. Les recherches que nous avons menées aussi sur les solidarités montrent un essoufflement des solidarités verticales. Et aujourd'hui, il faut travailler à réhabiliter les solidarités verticales et institutionnelles. Il faut donc rappeler ce devoir
que l'humanitaire, c'est aussi un développement inclusif par le mode de gouvernance, par les logiques sociales, qu'on doit pour cela travailler à des échelles plus larges, n'est-ce pas, pour influencer la régulation internationale. Et c'est cela qui devrait nous amener à la pensée de la charte du Mandé, proclamée en 1222, et c'est là le point final. La charte du Mandé, qui est proclamée dans l'Afrique de l'Ouest, qui dit « Toute vie humaine est sacrée, qu'une vie n'est pas plus ancienne ni plus respectable qu'une autre, de même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre. Aussi, tout tort causé à une vie exige une réparation, donc l'action humanitaire. Par conséquent, que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause du tort à son prochain, et que nul ne martyrise son semblable. » Avant la charte africaine, avant la charte, Déclaration universelle des droits de l'homme, 1222, c'est une histoire. Monsieur Abdou Salam Fall est sociologue, il ne l'avait pas peut-être dit, mais c'est en même temps un homme de terrain, ça il l'a relevé, qui a beaucoup travaillé au-delà de son territoire disciplinaire sur d'autres questions, notamment des questions relatives à la santé, entre autres, et il a été aussi un acteur important puisqu'il a pris une part importante dans les assises nationales. Donc ça n'apparaît pas dans la biographie, mais c'est important de le souligner. Alors dans son intervention, ce qui apparaît d'entrée de jeu, c'est qu'au fond, le tissu humanitaire sénégalais est dense et il tire pratiquement sa substance d'un développement historique marqué par des mouvements qui, déjà avant la période des indépendances, se caractérisaient par leur investissement dans le social. Et il faut rappeler à cet égard qu'à partir de la fin du XVIe siècle, puisqu'il m'avait interpellé en tant qu'historien, et donc nous qui avons souvent l'habitude de labourer le champ des archives, de faire des sondages, il apparaît nettement que le Sénégal est, dans une certaine mesure, ce que Boubacar Bali appelait la Sénégambie, était traversé par des crises cycliques, des sécheresses, des calamités naturelles, et qui forçaient les populations à circuler à la recherche de nouveaux peuplements. Et par conséquent, cela appelait de la part de celle-ci le besoin de trouver des moyens de subsistance, de ravitaillement et donc d'avoir de l'aide. Et cela va nécessiter justement la mise en place d'un tissu de solidarité, de moyens de solidarité en leur faveur. Ça, c'est le premier aspect qu'il a relevé. L'autre aspect, c'est que à partir du choc que constitue la Seconde Guerre mondiale, apparaît un nouveau souffle dans le mouvement humanitaire avec l'intervention davantage marquée d'organisations extérieures. Et peut-être par là, on va aboutir à une certaine rationalisation de ce mouvement qui ira crescendo. Et c'est à partir des années 80 qu'on va noter, certainement là il faut noter, du moins entre les années 60-70, qui marquent l'apogée de l'État-providence, les balbutiements de politique sociale et leur affaissement à partir des années 80, redonnant de l'espoir aux humanitaires, et on ne voit le mouvement se développer qu'encore aujourd'hui avec ce que le professeur Mattei avait relevé à partir de la rupture qu'avait constituée le Biafra. Mais de rupture en rupture, on voit que le mouvement aussi subit sa propre mue, sa révolution, et c'est cela que le propos de notre collègue nous a aidé à percevoir et à apercevoir. Alors nous allons passer la parole
à présent au président Abdelaziz Diallo, mais non sans préciser que Daouda Diouf, qui était inscrit, apparaît en définitive comme discutant de cette table ronde, car il doit intervenir dans la table ronde suivante. Hein, je crois que c'est ce qu'on m'a demandé de préciser. Voilà. Merci. Donc, on va passer la parole à présent au président Diallo, qui, lui, va intervenir sur les actions et orientations de la Croix-Rouge sénégalaise. Président. Merci, monsieur le doyen. Je pense que la présentation de la Croix-Rouge sénégalaise va s'insérer dans celle que vous venez d'entendre, parce que la Croix-Rouge sénégalaise est à mi-chemin entre la période coloniale et la période de l'indépendance. D'abord, elle est née sous les cendres d'une section française qui existait au Sénégal. Pour rappel historique, vous savez que certains citoyens sénégalais, particulièrement des 4 communes, Dakar, Rufisque, Gorée et Saint-Louis, étaient des citoyens français et avaient les mêmes institutions que la métropole. C'est ainsi qu'il y a eu des sections de la Croix-Rouge française qui donc s'investissaient dans l'action humanitaire. Monsieur Fall l'a dit, et pour rappel, je vous citerai pendant la Seconde Guerre mondiale des dames, ce qu'on appelait les dames de la Croix-Rouge française, qui se chargeaient de s'occuper du moral, d'accompagner, de soutenir les soldats qui revenaient du front et qui passaient quelques jours à Dakar avant soit de retourner dans leur caserne ou de retourner au champ de bataille. Alors donc, ces dames de la Croix-Rouge française ont été des pionnières. Et parmi ces dames, je me permettrai de citer, pour ceux qui connaissent, Madame Mireille Kazati de Diourbel, dont le mari était un commerçant et qui a poursuivi ses œuvres avec la Croix-Rouge sénégalaise. Il y a aussi Madame Marie Touré, qui était infirmière, qui aussi, elle aussi, a trouvé. Et je citerai peut-être une dame beaucoup plus connue, Madame Lamine Gueye, qui était l'épouse d'un député sénégalais, d'un ministre français, et qui a poursuivi son activité. Et c'est à elle que notre communauté doit le centre de santé de Pikine et l'école de la Croix-Rouge de Point-E et de Liberté 5. Alors donc, après cette période coloniale, est née la Croix-Rouge sénégalaise. Elle a été créée en septembre 1962 et reconnue en 1963. Alors la Croix-Rouge souvent pose problème parce qu'elle tire ses fondements juridiques d'abord dans les conventions de Genève de 1949 qui demandaient aux États signataires de créer des institutions de secours pour accompagner en temps de paix, en temps de guerre, les actions des forces armées. Elle tire aussi sa substance dans une loi nationale. Alors donc, de ce fait que très souvent, les Croix-Rouges ont cette tendance à se faire accepter ou reconnaître comme institution nationale et internationale. Et cette appartenance internationale se justifie parce qu'elle intègre 2 composantes que sont la Fédération internationale et le Comité international de la Croix-Rouge. Alors, pour rappel, la Croix-Rouge sénégalaise dispose à travers ses conventions de Genève d'un statut particulier qu'elle est seule à avoir être auxiliaire des pouvoirs publics. Mais cet caractère d'auxiliaire des pouvoirs publics la met dans une position tendancieuse, que j'appellerais tendancieuse. Pourquoi? D'abord, la Croix-Rouge dispose d'un emblème protégé au niveau international par les conventions de Genève et au niveau national par une loi sénégalaise. Elle est la seule, avec les forces armées, à pouvoir utiliser cet emblème. Malheureusement, on voit l'emblème sur les ambulances et sur d'autres dispensaires. Mais ça, c'est un autre problème qui revient à la Croix-Rouge de régler. C'est une organisation non gouvernementale, dit-on. Elle est, comme je vous l'ai dit, reconnue comme auxiliaire des pouvoirs publics. Elle doit être une organisation qui couvre tout le pays. Ça fait partie des 10 conditions de reconnaissance sans lesquelles une Croix-Rouge ne peut pas être reconnue. Donc, pour être créée, elle doit être partout au Sénégal
Et il y a un de ces principes qu'on appelle le principe de l'unité, qui dit que la Croix-Rouge sénégalaise ou toute autre entité nationale, est une société nationale qui doit étendre son activité sur le territoire entier et être ouverte à tous. Donc, c'est pour cela qu'on leur donne l'étiquette de société nationale. Elle est membre de la société civile. Et elle siège dans une institution internationale au même titre que les États et prend des recommandations qui, souvent, sont appliquées par les États. C'est la conférence internationale de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, à côté de la Fédération et du Comité international de la Croix-Rouge. Alors, toutes ces particularités, ce que j'appelle particularités, amènent souvent les autres ONG à la classer comme une organisation gouvernementale et font douter de ses principes de neutralité et d'indépendance. C'est là des problèmes auxquels la Croix-Rouge est confrontée et qu'elle essaye d'appliquer à travers ses activités et à travers le comportement de ses responsables. Rappelons qu'elle repose sur 7 principes qui constituent sa vision humanitaire et ses modes d'action. C'est l'humanité. Je crois que ce principe est commun à toutes les organisations qui veulent intervenir pour soulager et contribuer au respect de la dignité humaine. Il y a l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le volontariat, l'unité et l'universalité. Alors, l'indépendance peut souvent poser des problèmes. Comment un auxiliaire des pouvoirs publics peut-il être indépendant vis-à-vis de son gouvernement? Et c'est là un débat auquel nous, à la Croix-Rouge, nous sommes souvent confrontés, mais pour lequel nous sommes à l'aise d'apporter les réponses, parce que notre indépendance est reconnue d'abord par les conventions de Genève, donc par les gouvernements, et donc nous donne cette possibilité de pouvoir agir et de dire non quelquefois quand l'intérêt politique veut primer sur l'action humanitaire. Alors, ces principes fondamentaux ont été proclamés par la 20e conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui s'est déroulée à Vienne et ont été intégrés dans les statuts du mouvement international de la Croix-Rouge à la 25e conférence internationale qui s'est tenue à Genève. Alors donc, c'est ces attributs juridiques qui font que la Croix-Rouge, les sociétés nationales de Croix-Rouge ou Croissant-Rouge dans certains pays bénéficient d'un caractère qui pose problème à ces autres partenaires sur le terrain. Alors, pour mémoire, il faut rappeler qu'il y a 189 sociétés nationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge dans le monde qui interviennent à travers de multiples programmes de préparation aux catastrophes, de réponse aux catastrophes, de programmes de santé. Et là, me semble être, pour les sociétés africaines, trop de choses à la fois. Et comme on dit, qui embrasse trop mal les trains. Et ce qui fait que la Croix-Rouge fait beaucoup de choses, et souvent de manière parcellaire, par rapport à d'autres ONG qui se spécialisent dans des domaines très précis, où leur action est beaucoup plus visible. Alors, donc, la Croix-Rouge sénégalaise, donc, par rapport à son itinéraire, au cours de ces 5 décennies passées, a contribué à soulager les populations affectées par les calamités. Quelques repères dans le temps ramènent dans nos mémoires les tristes et pénibles sécheresses des années 70 et 80, où la Croix-Rouge sénégalaise, à côté de la Fédération internationale, des autres sociétés de Croix-Rouge et de Croix-Rouge, ont mobilisé, ces partenaires ont mobilisé d'importants moyens pour secourir les populations. Et pour ceux qui habitent Saint-Louis, on peut se rappeler de ces avions gros porteurs qui venaient d'Europe et mettaient à la disposition des pays, des populations sinistrées. Nous avons aussi en mémoire les conséquences dramatiques de la crise née du conflit entre la Mauritanie et le Sénégal en 1989. M. Fall l'a rappelé. Ce fut un conflit très, très douloureux parce que des populations qui vivaient ensemble en toute harmonie, dans la compréhension, dans la complémentarité même, je dirais, historique, se sont vues tout d'un coup face à face et dans des situations où les droits de l'homme les plus élémentaires n'étaient plus respectés.
Alors, cette période a amené aussi la Croix-Rouge sénégalaise à intervenir, et souvent à côté de l'OFADEC, le long du fleuve Sénégal, pour accueillir les populations, pour les loger et pour les accompagner dans leur santé, pour alléger et soulager les conditions d'existence. Les actions de la Croix-Rouge sont étendues sur le territoire entier grâce à ce principe de volontariat. La Croix-Rouge sénégalaise, pour quelques chiffres, mobilise près de 52 000 membres sur toute l'étendue du Sénégal et mobilise près de 15 000 volontaires, dont 10 000 sont formés au secourisme. Alors donc, ce sont ces volontaires qui, grâce à leur engagement, ont permis d'accomplir des actions vraiment de très grande portée. Alors donc, la Croix-Rouge sénégalaise, au-delà de cette réponse aux catastrophes, réponse, comme l'a dit, qui est ponctuelle, a commencé à réfléchir en se disant, est-ce que répondre uniquement aux catastrophes permet de régler les problèmes? Ne faut-il pas, comme disait mon ami Jean-François Mattei, réfléchir sur comment accompagner ces populations? Et l'exemple qu'il a donné est très pertinent. Quand vous repêchez quelqu'un, que vous sauvez quelqu'un d'une noyade, allez-vous le laisser sur la plage et partir? Ou allez-vous l'aider à se réhabiliter, à reprendre une position dans sa société? Cela nous semble être la nouvelle démarche qui introduit ce nouveau concept de résilience. Alors donc, la Croix-Rouge, de plus en plus, garde quand même son caractère d'association humanitaire classique, mais intègre ce volet d'accompagner les populations dans leur résilience. Et nous avons en expérience dans la région de Kaolack, dans un village, la construction de maisons. Qui aurait pensé que la Croix-Rouge, un jour, va se lancer dans la construction de maisons? Pourquoi construire des maisons? Parce que ces populations se trouvaient toujours agressées dans leur existence quotidienne par les inondations et se trouvaient chaque année ou chaque fois qu'il y avait de grosses pluies devant des maisons détruites et des populations sans abri. Et nous avons pu réfléchir en disant que c'est vrai, nous allons réfléchir sur les causes de ces catastrophes, mais nous allons aussi accompagner les populations. Alors donc, la Croix-Rouge sénégalaise se trouve sur le champ humanitaire avec d'autres ONG. Alors, et la présence de ces ONG nous amène à parler du tissu des ONG humanitaires qui évoluent et qui, selon nous, leur présence dépend de ce que j'ai constaté de la fréquence des calamités au Sénégal. Quand les calamités approchent, beaucoup d'ONG naissent. Alors, beaucoup d'ONG naissent souvent par la volonté d'hommes politiques, d'hommes de la société civile ou d'anciens cadres d'organisations humanitaires qui exploitent leur leadership ou leur maîtrise du fonctionnement des partenaires pour créer, ça et là, des ONG. Et selon mes constats aussi, je me suis dit qu'il n'est pas étonnant, dans ces situations, de voir des ONG naître et disparaître selon la durée du financement activement acquis. Et auprès de lobbying lié à la personnalité des individus. Alors, donc, ces ONG, il y en a eu beaucoup dans le tissu sénégalais, et c'est un tout peu la limite du mouvement associatif. Le mouvement associatif est très dynamique au Sénégal. Et ils interviennent dans beaucoup de domaines, mais interviennent de manière épisodique, et souvent, je dirais, de manière... parce qu'il y a un phénomène, parce qu'il y a un engagement, on fait du set-setal. Tout le monde s'y met. Set-setal, 1 an, 2 ans, on oublie. Aujourd'hui, c'est Ebola. Toutes les organisations de la société civile perdent leurs ressources parce que dans leur communauté, ils sont proches des populations, ils interviennent. Mais après Ebola, ça va disparaître. On attend un autre phénomène. Est-ce qu'il ne faut pas amener ces
ce mouvement associatif à avoir une démarche beaucoup plus classique et peut-être pas à s'institutionnaliser, mais à se rendre plus opérationnel en se préparant dans des domaines bien précis. Alors donc, quelques grandes ONG quand même, comme la Croix-Rouge sénégalaise, comme Enda Tiers-Monde, comme OFADEC, peuvent se prévaloir de plus de 40 années de présence humanitaire affirmée et continue auprès des populations. Cela m'amène à parler un peu du CONGAD, qui est le Conseil des organisations non gouvernementales d'appui au développement, qui a été créé en 1982 et qui s'est fixé comme objectif de répondre aux besoins de coordination, de concertation et d'assistance mutuelle entre les ONG dans l'appui et la participation des populations au développement. Donc, le CONGAD s'est volontairement engagé dans le volet de l'assistance humanitaire vers le développement. Alors, cette association, quand j'ai compulsé le net, compte à ce jour 178 organisations qui sont à la fois des Sénégalais, des organisations sénégalaises, africaines, européennes, américaines et internationales, avec 9 réseaux thématiques. La lutte contre la pauvreté, sida, santé, population, environnement et développement, genre, épargne et crédit, droits humains et démocratie, alphabétisation, art et culture, politique agricole et commerce. Donc, c'est une organisation qui essaye de fédérer, pas de fédérer, mais de participer à une meilleure coordination des ONG. Certainement, son représentant pourra donc apporter davantage d'éclairage. Donc, son objectif qui est de promouvoir le développement participatif par le renforcement des capacités de ses membres, le dialogue politique, économique, social, culturel et le plaidoyer. Et ces réseaux thématiques laissent peu de place à une organisation humanitaire comme la Croix-Rouge sénégalaise. Pourquoi? Parce que d'abord, sur le plan du dialogue politique, la Croix-Rouge, je dis, se l'interdit au nom de ses principes. Le principe d'humanité, le principe d'impartialité veut qu'il s'abstienne de prendre part aux controverses d'ordre politique, religieux et racial. Et en plus de cela, ses approches donc, de ces thématiques laissent peu de place à l'action classique Croix-Rouge, l'intervention d'urgence, la préparation et la réponse. C'est pour cela d'ailleurs le CONGAD voit très peu la Croix-Rouge sénégalaise. Alors, Enda, j'en parle rapidement parce que Enda a été au cours de ses 50 années d'existence un partenaire de la Croix-Rouge à la fois dans des programmes de santé et dans des programmes de lutte contre les conséquences du changement climatique que l'on appelait à l'époque le Sahel vert. Et je me plais de souligner la présence de Raphaël Ndiaye qui a été avec moi un des animateurs de ce grand programme de Un espoir dans le désert. Alors donc, Enda, sa particularité selon nous, et particularité dont on a tiré de riches expériences, était à la fois que Enda était sur le terrain et menait en même temps une réflexion, se donner le temps, se donner les moyens d'avoir des structures de réflexion. Ce que nous, à la Croix-Rouge sénégalaise, nous n'avions pas, nous étions très souvent pris par le feu de l'action. Et c'est souvent, quand ces actions nous laissaient peu de temps, qu'on réfléchissait maintenant. Que faire? Est-ce qu'il ne faut pas faire autrement? Alors, dans cette réflexion, nous nous sommes dit, effectivement, il faut repenser notre action, il faut repenser notre démarche. Et nous sommes en train de nous donner les moyens, en ayant recours à des ressources humaines, particulièrement avec des étudiants qui sortent fraîchement de l'université, en essayant de poser les bases de la réflexion plus approfondie de ce que nous pouvons faire en tant que Croix-Rouge, fidèles à nos valeurs, fidèles à leur affirmation, comment pouvons-nous davantage. Et de notre point de vue, le tissu humanitaire sénégalais est dans une situation qui mérite d'être exploitée. Pour en définir ses contours, ses limites et ses qualités.
Nous estimons, au-delà des mémoires et des études factuelles, que c'est là un terrain de recherche à encourager, à accompagner, qui permettra d'apprécier objectivement l'existence, l'intervention et la pertinence des ONG sénégalaises. Je vous remercie. Merci, Président Diallo. Je crois que votre exposé qui s'inscrit, bien entendu, dans la suite de celui du professeur Abdou-Salam Fall, nous introduit en profondeur dans la connaissance de la Croix-Rouge sénégalaise, même si vous avez bien eu à le rappeler, celle-ci ne saurait s'abstraire de ce qu'est la Croix-Rouge internationale, dont le statut est emprunté aux conventions de Genève qui fondent le droit de la guerre, le droit de Genève. Et vous avez rappelé en même temps que cette Croix-Rouge est née en 1962 avec un statut qui fait que, outre son adossement aux conventions de Genève, c'est une loi sénégalaise qui l'a créée. Et vous avez dit et rappelé que cette Croix-Rouge sénégalaise aussi est régie par cet principe fondateurs qui sont ceux de la Croix-Rouge internationale. Mais ce qu'il faudrait quand même surtout retenir de votre exposé, c'est que l'action de la Croix-Rouge est complémentaire de celle que mènent un certain nombre de grandes ONG qui existent au Sénégal, dont certaines ont plus de 40 ans de présence. Vous avez, je crois que c'est un regret que vous avez exprimé, c'est celui de voir que pratiquement, même autour de grandes causes, on voit se mobiliser des organisations non gouvernementales pour un temps limité, et après, il y a une sorte de dispersion d'énergie, ce qui n'est pas le cas, bien entendu, de la Croix-Rouge, dont l'action se veut durable. Et c'est heureux que vous puissiez inscrire votre propos en le terminant par là. Je crois que c'est heureux que nous puissions constater qu'au-delà peut-être de la dispersion des énergies constatées par les uns et les autres, eu égard à la floraison des organisations qui se déploient sur le terrain humanitaire, la Croix-Rouge tient sa carte et essaie de tenir son rang. Merci beaucoup. Je crois qu'on va prendre M. Diouf, qui va être le discutant de cette table ronde. Alors, vous avez la redoutable tâche de pouvoir susciter un débat que je souhaite quand même riche et fécond, et en même temps d'ouvrir peut-être la suite de la discussion avec voilà, John, parce qu'après, moi je serai obligé, mais je vais être quand même, puisque j'ai affaire à un esclave, je vais être quand même le maître jusqu'au bout, parce que l'esclave va fuir si je me lève, pour lui laisser le soin de parler quand même. Alors, M. Diouf, vous avez la parole. Merci, professeur. Bonjour à tous. Je suis vraiment content d'intervenir sur ce débat. Et je voudrais remercier d'abord le Fonds de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge sénégalaise pour l'invitation. Je crois que moi, je n'aurais pas beaucoup à dire parce qu'il faut peut-être laisser la parole à l'audience pour avoir des échanges sur les deux excellentes présentations qui ont été faites. Mais je retiens une question qui me préoccupe, qui a été soulevée ici, mais autour de laquelle il faut nécessairement qu'il y ait un débat. C'est est-ce qu'on veut tuer la spontanéité qui est nécessaire et la proximité que les gens ont avec une problématique et qui font qu'ils réagissent de la manière la plus spontanée pour les
pour les transformer en professionnels de l'humanitaire? Est-ce que le contexte économique et social est favorable à une professionnalisation, donc à une rémunération de l'humanitaire? Comment est-ce que les professionnels de l'humanitaire, parce que c'est devenu une véritable expertise, un véritable métier, devraient pouvoir travailler en bonne intelligence, en meilleure intelligence, ou encadrer cette énergie qui parfois s'exprime, parfois s'affaisse, parfois s'exprime, parfois s'affaisse, et qui a d'ailleurs fait l'objet de beaucoup de récupération politique, sociale et économique. Et je suis sûr que les collègues qui sont intervenus auraient pu en dire beaucoup, mais qui, à des moments précis de l'histoire du Sénégal, ont permis de régler un certain nombre de problèmes de santé. C'est une question que je me pose, mais ce qui est dit ici aussi, moi, ce qui m'interpelle dans ce qui a été présenté, c'est le dilemme auquel nous sommes confrontés en tant qu'acteurs de l'humanitaire, même s'il est en transition, mais il est aussi en transition parce qu'on se pose la question de où s'arrête le bénévolat, où commence le professionnalisme. Est-ce que le bénévolat est possible dans un contexte en développement ici, ou est-ce qu'il faut le repenser comme il nous y a invité le professeur Fall tout à l'heure, ou est-ce qu'il faut repartir à un bénévolat qui repose sur l'action d'un certain nombre de personnes qui sont des médiateurs, qui ont plusieurs personnes ou alors une communauté derrière. Il a cité un certain nombre de personnes qui ont été connues dans l'histoire, que nous n'avons pas connues, mais qui ont été connues dans l'histoire comme des faiseurs de bien, et qu'on connaissait dans le milieu religieux, mais lorsqu'il y a eu des situations ou des chocs, comme il a appelé, se sont aussi manifestés en ayant un autre rôle social, un autre rôle dans l'humanitaire. Ou est-ce qu'il faudrait que l'on apprenne à travailler autrement dans le contexte du développement et le contexte de l'humanitaire? Je m'attendais aussi quelque part à ce que nos collègues élaborent un peu plus sur, justement, on a parlé de Ebola, mais ça pose énormément de questions, ça ouvre tellement de questions sur le travail de l'humanitaire, sur les acteurs qui sont engagés, sur les solidarités versus les portes que l'on ferme, sur la visibilité des acteurs nationaux de première ligne et qu'on ne voit pas. Et on voit plus les acteurs internationaux qui ont peut-être plus accès aux médias. Mais ça pose la question aussi de comment, après l'humanitaire, quoi? Je pense que ce sont des questions qui ont été, que les interventions que j'ai entendues ici, surtout celles qui nous ont permis de comprendre l'historicité des choses, nous ont aussi permis, parce que quand on comprend l'histoire, on ne peut pas s'empêcher de faire de la prospective. Où est-ce qu'on va finalement? Je crois que c'est toutes ces questions qui se posent ici. Je dois dire que je triche un peu parce que sur certaines questions, j'ai eu l'honneur d'échanger avec le professeur Mattei dans mon bureau. On était parti pour une demi-heure d'entretien. On est resté finalement 1h30, tellement c'était passionnant. Mais la question de l'éthique, je suis sûr qu'on reviendra là-dessus. Il en a été beaucoup question. Et je crois que les heures que nous vivons dans l'humanitaire en Afrique de l'Ouest nous posent questions, nous interrogent, nous interpellent sur les questions d'éthique dans le travail de l'humanitaire, même s'il est en transition. Merci. On va d'abord commencer par remercier nos deux intervenants parce que c'était assez riche tout ce qu'ils nous ont présenté. En tout cas, l'historique de l'humanitaire au Sénégal, déjà commençant par les années entre les deux guerres,
jusqu'à ce qu'on arrive à aujourd'hui. On a vu que c'est très dynamique, ça se renouvelle, il y a beaucoup d'acteurs. On a vu les différents chocs qui ont généré beaucoup de comportements nouveaux et des acteurs qui se sont renouvelés pour s'adapter. Surtout, j'ai apprécié le fait que vous aviez mentionné le fait que les interventions généraient des besoins, le fait qu'on constatait de plus en plus des champs d'action non couverts et que finalement l'humanitaire au Sénégal se réinvente constamment. Ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant de soulever. Après, on a vu l'histoire de la Croix-Rouge sénégalaise aussi, qui finalement n'est pas déconnectée de cette histoire de l'humanitaire au Sénégal, qui naît quasiment dans la foulée des indépendances, bien évidemment, mais dans les mêmes périodes des années 60, dans la foulée des indépendances, et qui, elle aussi, comme finalement l'espace humanitaire au Sénégal n'arrive pas à structurer ou à limiter son champ d'action et finalement happé par la demande qui est plurielle et finalement manque d'une certaine, entre guillemets, spécialisation et s'interroge finalement sur ses orientations et voilà, donc ça c'est assez intéressant. Après, la question, moi je suis un peu le professeur Mattei qui est mon président. Avant, j'ai participé à 2 de ces réunions à Paris il y a déjà 3 ans. Et ces questions, ils se posent et ils se les posent souvent. Je me rappelle toujours les chats, les Sustainable Humanitarian Activity, donc l'humanitaire durable. Vous avez toujours posé cette question. Finalement, on voit dans cette complexité des acteurs et des problèmes qui ne cessent finalement de continuer ou de persister. Aujourd'hui, on peut se demander, si on prend la question, les cas du Sénégal, on voit quand même qu'il y a un État sénégalais qui affirme beaucoup sa souveraineté et qui investit suffisamment les champs humanitaires. Vous avez parlé des CLM, de toutes ces organisations, des coordinations humanitaires qui sont créées par l'État sénégalais, qui finalement était un moyen aussi pour l'État sénégalais d'exister sur les champs humanitaires. À côté de ça, on a vu qu'il y a cette diversité des acteurs qui eux aussi sont nombreux et qui continuent à devenir nombreux. Moi, la question que je me pose, c'est pour que finalement on arrive à une action beaucoup plus durable, quels sont les mécanismes de coordination qu'il faut mettre en place? Parce qu'on voit les espaces de coordination existent, mais ne sont pas beaucoup exploités et de temps en temps, on assiste à des guerres des chiffres, sur les questions de malnutrition, sur les questions des conséquences liées à la crise qu'on voit aujourd'hui climatique qui frappe le Sénégal, beaucoup d'autres pays de la région avec les problèmes de pluie et qui génèrent énormément des besoins au sein des ménages. Mais quels sont les nombres de ménages qui devraient bénéficier de l'aide? C'est une guerre des chiffres sans fin et les espaces de coordination n'existaient pas. Alors la question qu'on peut, justement, moi je me demande, c'est comment faire en sorte qu'un État qui affirme sa souveraineté et qui veut être présent sur la réponse humanitaire, à côté de ça, une société civile qui anime aussi sa démocratie, qui est très présente et qui veut rester présent, comment faire en sorte qu'une coordination se mette en place et soit finalement puisse favoriser une réponse plus complète, plus structurée pour les besoins qui sont de plus en plus nombreux quand même pour le Sénégal. C'est important aussi de les soulever. Donc ça, c'est une question assez... nous, en tant qu'acteurs humanitaires, bien évidemment, comme le président Diallo l'a dit, je représente la Croix-Rouge française, mais en même temps, on est partenaire à la Croix-Rouge sénégalaise, donc on a ces devoirs, entre guillemets, ces devoirs de neutralité qui nous amènent dans les forums des fois à garder une certaine, un certain silence par rapport à des débats et garder ces caps vers l'action, mais on sent quand même qu'il y a ces vides de coordination et que j'aimerais bien que la question soit
soit débattu aussi dans ces cadres, justement pour arriver à ce concept d'humanitaire durable qui fait que l'ensemble des acteurs arrivent à trouver des modes opératoires les plus solides, les plus efficients pour les populations qui sont en demande.